merci à l'Institut européen des jardins et paysages de m'avoir conviée à une conférence qui s'inscrit en fait dans la continuité du colloque Jardin et littérature que la région et l'Institut ont organisé en 2019 et dont les actes sont en vente à l'entrée. Certains d'entre vous ont peut-être assisté au colloque ou lu certains des articles de ce colloque. Et alors, c'est en réfléchissant effectivement à l'invitation de l'IEJP pour faire une conférence, je me suis posé la question du thème parce qu'on nous laisse le choix. Et j'aurais pu, peut-être coller davantage à mon actualité professionnelle. Mais là, le choix, s'est imposé à moi, est devenu presque une évidence. Donc, non seulement en constatant que dans les actes du colloque, les femmes auteurs étaient beaucoup moins représentées que les hommes, mais surtout aussi, ça s'est imposé à moi en lien avec, disons, mon propre parcours et les intérêts qui m'ont guidée successivement. Parce que je ne vais pas là être à une tribune de féministes, mais c'est bien, disons, peut-être un parcours, comme on peut dire, un parcours amoureux, comme on connaît les dictionnaires amoureux dans cette célèbre collection Plomb, puisque tour à tour, j'ai eu l'occasion de travailler sur une femme assez exceptionnelle du XIIe siècle, Héloïse, dont on garde la mémoire à travers sa correspondance avec Abélard. Et puis, plus récemment aussi, dans le cadre d'une thèse de lettres modernes soutenue à l'Université de Rouen, la figure de Juliette Drouet, aussi, qui a laissé, des traces matérielles de son art de l'écriture à travers une correspondance exceptionnelle échangée avec Victor Hugo de 1833 à 1883. Donc, ça va être deux figures qui vont jalonner ce parcours, que je vais commencer, en fait, pour ne pas être non plus trop sérieuse, et puis en ces temps un peu gris, on a besoin tous de se détendre et d'avoir un peu d'humour dans l'existence, mais quand même, je reste dans mon thème, puisque dès lors qu'on parle de jardin et de plantes, le terme de racine s'impose. Racine qui a été un des thèmes de la revue d'un de mes amis, également membre du Conseil scientifique de l'Institut européen des jardins et paysages, Marco Martella, qui dirige la revue Jardin et qui lui a consacré un thème, les racines. Donc dès lors qu'on parle de l'être, les racines, on en vient à l'étymologie. Et j'ai trouvé donc effectivement Jacqueline de Romilly, qu'on ne présente plus, spécialiste de la Grèce antique, et qui a sorti un recueil de ses chroniques qu'elle avait tenues un temps dans la presse et qui s'intitule justement « Le jardin des mots ». Et alors, son article sur les légumes et le vocabulaire a semblé tout à fait amusant et à la fois sérieux et de bonne humeur. Et donc, c'est pour ça que je veux que tout le monde soit de bonne humeur aujourd'hui. Voilà ce qu'elle dit. « Les légumes dont nous faisons quotidiennement usage présentent un certain intérêt pour le vocabulaire. D'abord, il est amusant de voir d'où ils nous viennent. La plupart, naturellement, viennent de racines indo-européennes et souvent latines, qui sont bien connues et bien attestées. Mais pour ce qui est des légumes, comme de beaucoup de ce qui remplit la vie quotidienne, il se fait des emprunts et la langue ne cesse de s'enrichir. Certains emprunts sont évidents et on ne surprendra personne en disant que le brocoli est un légume et un mot italien. Le chou a une place à part dans notre langage. Et d'abord, l'on dit communément que les enfants naissent dans des choux. Pourquoi ? Parce que ce légume est bien rond et confortable et produit de nombreuses feuilles. Le fait est, en tout cas, que la formule est très répandue. Mais les choux servent à évoquer bien d'autres situations. Être dans les choux est tout à fait fâcheux. Rentrer dans le chou de quelqu'un, ou c'est l'attaquer violemment, et là encore, la chose n'est pas très claire. Et il y a pire, car si beaucoup de mots désignant des légumes sont employés défavorablement, n'oublions pas que mon chou ou mon petit chou sont des termes tendres et favorables. Pourquoi traiter quelqu'un du nom de ce gros légume inoffensif et banal ? Peut-être s'agit-il de la pâtisserie appelée chou à la crème ? Que dire ? Je sais bien qu'on dit aussi mon petit rat ou autre mot semblable, mais on reste un peu surpris. Et les choses s'aggravent quand on remarque que tout à coup, une formation intervient, quelqu'un que l'on traite bien est appelé un chouchou,
Et il vient de là toute une série de formations, chouchouté, chouchoutage, pour désigner un traitement de faveur. Ce serait un prolongement extraordinaire pour notre brave légume. Mais là aussi, les linguistes sont inquiétés et certains ont pensé qu'il ne s'agissait pas de lui, mais qu'il s'agissait d'une dérivation proche du verbe choyer. Le chou ne serait intervenu dans cette affaire que tardivement et par une sorte de prolifération qui lui fait gagner ainsi du terrain. Alors, vous voyez, les légumes, s'enracinent dans notre langue d'une manière tout à fait particulière. Alors, parler de racines, c'est aussi parler évidemment de sa terre natale, de son pays d'origine. Alors, lors du colloque, avait été présentée Colette. Colette, cette bourguignonne très attachée à sa maison de Saint-Sauveur-en-Puisaye, et également à sa mère qui avait des dons de jardinière. Et pour Colette, ça a été très important, son jardin d'enfance. Alors, également bourguignonne d'origine, je voulais vous parler d'une poète beaucoup moins peut-être connue de nos jours, mais qui a été célébrée antérieurement et qui est aussi originaire de Lyon, c'est-à-dire Marie Noël, qui est née à Auxerre en 1883 et morte en 1967. Alors, juste, j'ai quelques photos de la maison actuelle, telle qu'elle a léguée à la Société des sciences naturelles de Lyon. Donc là, il y a sa façade principale et la cour intérieure de cette maison où Marie-Noël a vécu enfant et où elle a passé, en fait, les dernières années de son existence. Et lorsqu'on prend ses écrits, et notamment ce recueil « Petits jours, souvenirs d'enfance et souvenirs du beau mai », qui a été édité par la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon en 2017, eh bien, on voit que son jardin d'enfance transparaît de manière très forte dans ces pages, et on sent que aussi sa proximité avec ce jardin a nourri son caractère plein d'imagination et son caractère de poète ultérieur. Alors je voulais vous en lire un extrait parce que c'est vrai aussi, je me suis dit, dans une conférence où l'on parle de femmes de lettres, il faut leur laisser, je dirais aussi, le temps et la parole. Alors, les souvenirs d'enfance commencent par un paragraphe intitulé « La maison ». La maison et le jardin. Un secret petit jardin dont personne du dehors ne pouvait deviner qu'il était là, derrière les murs, avec son cerisier au milieu de lui. 3 corps de logis l'entouraient. Au bout de l'allée du Midi, entre les bordures de buis, il s'arrêtait sous un if, il entrait dans un bûcher et le bûcher dans un grenier. La maison tournait le dos aux rues et ruelles avoisinantes, tous ses yeux ouverts au dedans du jardin. Il surplombait au levant la rue des Lombards descendante et allait chercher le ciel des champs par-dessus la rivière, la gare et la voie de chemin de fer. Mais au nord, par-dessus les toits, tout son espace était barré par la cathédrale qui s'étendait là tout du long en levant sa tour comme une tête et le remplissait selon les heures de vol criard, de corbeaux et de sons de cloches. Mais surtout, c'est dans la chambre qu'arrivaient les jours. Tous les matins, il en venait un qui ne ressemblait jamais à celui de la veille. Et quand il devait être joyeux et beau, on le savait d'avance en le voyant glisser avec son soleil entre les fentes des persiennes. Puis, maman ouvrait les volets et le jardin matinal entrait comme une surprise. Tantôt, il était gris et grave, tantôt bleu. Tantôt tout trempé et pleurant, tantôt clair, rieur et vif, nous appelant pour jouer comme un camarade. Mais le plus merveilleux qui vint fut un jour d'hiver. Ce jour-là, comme d'habitude, maman ouvrit la fenêtre sur le jardin. Il n'y avait plus de jardin. Quelqu'un l'avait changé pendant la nuit en extraordinaire pays sans allée, lisse et beau comme une nappe blanche où personne jamais n'avait marché. Il était plein d'oiseaux noirs et gris, les corbeaux de la cathédrale et d'autres plus petits qui voletaient et dont les pattes laissaient sur la blancheur des cygnes.
Les branches de l'if, du cerisier, de l'abricotier, de tous les arbustes autour pendaient lourdement, chargés de neige. Entre les branches étaient suspendus des ponts, des grottes, des châteaux, où s'ouvraient des salles éblouissantes, mais étroites, que les moineaux eux-mêmes étaient trop gros pour y loger. Mais je m'inventais, moi, plus petite qu'eux, et j'entrais. J'entrais, je voyais des salles, des trônes, des lustres étincelants, des galeries qui s'en allaient à perte de vue dans la galerie des reines cachées, et où peut-être, si je pouvais les suivre assez loin dans le secret de la neige, je rencontrerais la fée qui avait fait, pendant la nuit, disparaître le jardin. Alors là aussi apparaît dans ce texte la manière dont Marie-Noël non seulement lit le jardin au temps de l'enfance, mais aussi, disons, au passage du temps et aux saisons, puisqu'elle va parler ensuite de sa période d'adolescence, de la manière dont elle va vivre dans un autre jardin de sa grand-mère, où elle va être amenée à s'occuper du puits, où elle va être un peu effrayée par des étangs profonds. Et pour elle, il y a vraiment ce lien au temps à travers la nature et les saisons qui se succèdent. Alors là, j'ai présenté, donc c'est à l'intérieur de la maison, il y a ce buste donc, qui représente Marie Rouget jeune, parce que Marie-Noël est un pseudonyme littéraire. Là, ça rejoint aussi un enjeu fort au XIXe siècle pour les femmes qui souhaitaient éditer leurs écrits. La plupart prenaient des pseudonymes. Elle, donc, c'est Marie-Noël. Et à la fin de sa vie, vous voyez, elle a vécu dans cette chambre qui était son bureau. Et là, vous voyez en fait une sculpture qui la représente de pied. Vous voyez, avec son petit chapeau, son écharpe, un intérieur très, très modeste. Toujours dans l'ouvrage que j'ai mentionné, elle va conclure en fait son souhait à la fin de son existence, qui montre l'amour, disons, sans limite qu'elle portait au jardin, en disant « Je voudrais mourir dans un jardin, dans le soleil de l'été, sans que personne ne le sût, comme les fleurs qui se fanent et se défont au vent, sans être obligée de retourner dans le noir de la terre. » Et puis, il y a aussi dans la maison ce petit cartel que j'ai photographié et qui dit également, sous un ton, je trouve, plein d'auto-ironie, mais aussi très émouvant, « Après avoir été un instant fleurs fraîches et fruits mûrs dans le jardin de Dieu, je voudrais bien, pour mon hiver, être une bonne vieille petite pomme sèche, douce et ridée dans son cellier. » Voilà, alors... Après cet hommage à la Bourgogne, ma terre également natale, c'est aussi en Bourgogne en fait que j'ai fait la rencontre d'une autre épistolière qui a marqué l'histoire de ce genre, de la correspondance, en l'occurrence Héloïse. Alors, il y a dans la salle des historiens qui connaissent très bien aussi la vie de cette femme du XIIe siècle, que Georges Duby a qualifié, voilà ce qu'il dit à propos d'Héloïse, de toutes les dames qui vécurent en France au XIIe siècle, Héloïse est celle dont le souvenir est aujourd'hui le moins évaporé. Il a publié, donc aux éditions Gallimard, Georges Duby, ce grand historien, Dames du XIIe siècle, Héloïse, Aliénor, Iseux et quelques autres. Vous voyez où il situe Héloïse. Alors, juste quelques mots pour présenter la vie d'Héloïse, parce que pour ces périodes, les sources existent, mais elles sont ténues, et surtout, Héloïse, on n'a pas de portrait de son vivant, bien évidemment. Alors, il faut savoir que le XIXe siècle a été un fervent redécouvreur du XIXe siècle, ça on le doit aussi à Victor Hugo à travers Notre-Dame de Paris, mais au XIXe siècle, il y a un véritable culte qui s'est forgé autour d'Héloïse, cette femme de lettres et cette grande amoureuse. Et il y a tout un courant de la peinture dite troubadour, et c'est le choix que j'ai fait pour cette peinture, donc de Jean-Baptiste Mallet, qui représente Héloïse à l'abbaye du Paraclet. Alors, avant d'en justement venir au XIXe siècle,
quelques mots quand même sur l'histoire d'Héloïse au XIIe siècle. Héloïse est née aux environs de 1101 et elle fut recueillie par son oncle Fulbert, chanoine de l'école Notre-Dame à Paris. Et alors, ce qui va aussi marquer ses contemporains et marquer aussi à travers quoi elle va laisser une trace dans l'histoire, c'était que pour l'époque, elle apparaissait une femme particulièrement instruite et savante. Et donc, elle va, de ce fait, impressionner ses contemporains. Et son oncle va vouloir lui donner une éducation, encore parachever son éducation, en faisant appel à un des grands maîtres de l'université parisienne de l'époque, Abélard. Et donc ça, l'épisode est certainement le plus connu, puisque les leçons que donnent Abélard et Héloïse vont se transformer en fait en un amour réciproque partagé par la jeune Héloïse et Abélard. Et évidemment, cette relation ne va pas plaire à l'oncle qui va se venger. Et brutalement, donc, Abélard va être castré. Et de ce fait, les deux anciens amants vont en fait se retirer dans la vie religieuse. Héloïse, dans un premier temps, sera abbesse à Argenteuil, puis chassée de ce couvent. C'est Abélard qui va lui faire don d'un petit ermitage qu'il avait créé près de Troyes, dénommé le Paraclet. Le Paraclet, ça veut dire en fait un endroit qui apporte soulagement et consolation. Et donc, le tableau que vous voyez, Héloïse est abbesse du Paraclet. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir donc un échange de lettres entre Abélard et Héloïse qui vont rester dans la mémoire de la correspondance. Héloïse va donc rester abbesse du Paraclet jusqu'à son décès vers 1164. Elle va mourir donc plus de 20 ans après Abélard. Cette correspondance, en fait, a fait l'objet aussi donc de plusieurs transpositions au cours des siècles, puisque elle est pour les historiens et les historiens de la correspondance. Alors là, je citerai Étienne Gilson, qui a écrit un opuscule sur Héloïse et Abélard, et qui dit à propos de cette correspondance: la correspondance d'Héloïse et d'Abélard est un document d'une beauté et d'une richesse telle qu'on peut à bon droit le ranger parmi le plus émouvant de la littérature universelle. Ce qui explique donc sa postérité. Alors, il y a eu, disons, pendant longtemps, une querelle concernant l'authenticité de cette correspondance. Bon, aujourd'hui, on peut dire que la querelle n'existe plus et qu'on considère que cette correspondance n'est pas apocryphe. Alors, aujourd'hui, elle est connue par 10 manuscrits, 9 latins et 1 en traduction française. Et la traduction française est due à un dénommé Jean Demain. Alors, Jean Demain est davantage connu pour cet ouvrage du XIIIe siècle, le roman de la Rose, dû donc à Guillaume de Loris et Jean Demain. Puisque, en fait, le manuscrit de Jean Demain, sa traduction de la correspondance d'Héloïse et d'Abélard, n'est pas du XIIe, mais du XIIIe siècle également. Mais Jean Demain, puisqu'il a en fait traduit plusieurs autres ouvrages pour le roi de France, a dit qu'il avait été très marqué par cette correspondance d'Héloïse et d'Abélard. Et j'en viens même donc émettre l'hypothèse que le fait que le roman de la Rose soit ce roman initiatique à propos de l'amour serait en partie en fait une influence de cette très forte correspondance amoureuse entre Héloïse et Abélard. Le roman de la Rose, lui, donc, est un roman donc, du XIIIe siècle qui a eu aussi une postérité tout à fait admirable. Alors, comme je l'ai dit, c'est un roman à propos du jardin d'amour. Il en constitue une sorte d'apothéose. Alors, narré sous la forme d'un songe, il raconte la quête amoureuse du poète amant qui se déroule en continu dans le verger de Déduis. C'est dans ce jardin merveilleux,
Donc vous voyez là, ici, c'est une enluminure du XVe siècle. Je vais la décrire un peu plus juste après. C'est dans ce jardin merveilleux que le jeune homme suit son parcours initiatique au travers de rencontres avec ses interlocuteurs, tous personnages allégoriques, à commencer par l'objet de ses vœux, la rose. Elle est le centre du roman. En ce sens, un pas important est franchi dans la place conférée à la nature. On voit que là, amour et jardin sont concomitants, que le jardin est le lieu où va pouvoir éclore cet amour comme la rose. Alors, dans cette très belle enluminure du XVe siècle, vous voyez donc Dame Oiseuse et le narrateur donc, apparaissent à la porte du verger. Et à l'intérieur, donc, vous voyez qu'il y a différentes scènes. On reconnaît une scène musicale. Il y a aussi des personnes qui sont en train de tresser des couronnes de fleurs. Et puis, il y a cette fontaine d'eau. Donc, on voit à l'intérieur du jardin donc, des scènes typiques des jardins d'amour médiévaux, des jardins courtois. Donc, non seulement la musique, chanter, converser, tresser un chapelle de fleurs, se promener ou plus généralement flirter. Là aussi, une étymologie intéressante dans ce terme, flirter. Et vous voyez que ce jardin donc, est un jardin clos. Le mur là est crénelé. Ça veut dire qu'il est préservé du monde extérieur. Et les rosiers sont très présents sur les palissades au fond. Et également, ce qui est remarquable dans cette enluminure, ce sont les marges, où on a l'impression que là, ce sont des sortes d'agrandissements de fleurs susceptibles d'être trouvées au sein du jardin. Il y a des lys, des pensées, des œillets, des encolis, roses et iris. Donc une très belle enluminure. Il faut savoir donc que ce roman de La Rose a eu, en utilisant un terme anachronique, on pourrait dire que c'est un best-seller du XIIIe siècle et également jusqu'à la Renaissance, puisqu'il fut non seulement recopié à plusieurs reprises en manuscrit, mais a été aussi très largement édité au début de l'imprimerie, a été traduit dans de nombreuses langues et a influencé les poètes jusqu'à Ronsard. Donc un jardin d'amour qui se perpétue tout au long du Moyen-Âge, également va être repris au XVIIe et XVIIIe siècle par notamment un autre auteur avec des origines bourguignonnes, Bussy de Rabutin. Mais surtout, au XIXe siècle, il va y avoir une sorte de jardin élysée créé en mémoire d'Héloïse Abélard avec ce fameux tombeau qui est fait de plusieurs parties, puisque en fait, au décès d'Héloïse, celle-ci fut dans un premier temps inhumée au Paraclet, puis en fait, en 1792, les restes d'Héloïse et d'Abélard sont, à la demande d'Alexandre Lenoir, réunis au musée des monuments français, couvent des Petits Augustins, puis lorsque ce musée ferme, le tombeau va être transporté au Père-Lachaise, dans ce cimetière paysager. Et c'est là, donc dans cette vogue du XIXe siècle, pour les époux qui sont là au sein d'un cadre où la nature est omniprésente, donc dans ces cimetières jardinés, que Héloïse et Abélard reposent encore aujourd'hui, et c'est là aussi donc, qu'on peut encore leur rendre hommage. Donc là, ils nous ont légué une sorte de jardin de terre et d'arbres par ce tombeau. Je poursuis, alors je vous ai parlé d'une autre grande épistolière dans l'histoire de la correspondance, en l'occurrence Juliette Drouet, sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse qui portait en fait sur l'édition critique d'une partie de sa correspondance. Je dis partie puisque quantitativement, entre 1833, date à laquelle Juliette Drouet rencontre Victor Hugo lorsqu'ils sont en train de répéter Lucrèce Borgia. Juliette Drouet a eu un petit passé de comédienne, elle incarnait le rôle de la princesse Negroni, et Victor Hugo, lui, était là pour la mise en scène. Je dirais que l'auteur était aussi le metteur en scène.
De 1833 à 1883, donc disons, elle va être pendant 50 ans la compagne la plus fidèle de Victor Hugo, parce qu'elle va le suivre en exil, elle va être toujours à ses côtés, même si elle ne vit pas avec lui. Mais durant ces 50 ans, elle va lui écrire plus de 22 000 lettres. Ce qui veut dire que certains jours, il lui arrivait d'en écrire jusqu'à 7 quotidiennement. Alors là, ce n'est pas le propos d'analyser ce corpus sur le plan du genre épistolaire, mais en fait, on en conclut que c'est plus un journal adressé qu'une vraie correspondance, parce que Hugo n'a évidemment pas répondu de manière systématique. Lui s'est souvent contenté de lettres, disons, pour les grandes fêtes de l'année, que ce soit Noël, le jour de l'an ou son anniversaire. Mais donc, elle écrit plus de 22 000 lettres. Et moi, j'ai traité celle du début de l'exil, donc quand Victor Hugo s'enfuit au moment du coup d'État du futur Napoléon III en décembre 1851 à Bruxelles, puis sur l'île de Jersey. Mais Juliette Drouet, alors c'est un travail collectif qui vise l'édition intégrale de cette correspondance et qui permet de renouveler le regard qu'on porte sur Juliette Drouet. Souvent, on possède des anthologies de ces lettres, mais qui se sont toujours appuyées sur les mêmes et qui montrent une Juliette Drouet un peu, disons, une amante un peu trop servile. Et cette édition complète permet de voir que Juliette Drouet, et notamment pour la période de l'exil, a eu un vrai courage, disons même physique, puisque c'est elle quand même qui a organisé sa fuite de Paris jusqu'à Bruxelles en sauvant la fameuse malle aux manuscrits où était entreposé ce qui deviendra les Misérables. Et Juliette Drouet, on le sait moins, à la demande de Victor Hugo, a écrit quelques petits récits sur lesquels Victor Hugo, après, a pu s'appuyer pour certains passages de ses romans. Et notamment, Juliette Drouet, alors née à Fougères en 1806, a été orpheline très tôt et recueillie par son oncle. Elle a été ensuite, à l'âge de 15 ans, placée dans un couvent de religieuses. Et Victor Hugo va lui demander d'écrire ses souvenirs de cette période. Et donc, il faut aussi se dire que Victor Hugo n'a pas été désintéressé par ses écrits, puisqu'il en a transcrit certains dans ses œuvres. Alors là, j'ai choisi justement ce passage que Victor Hugo va reprendre dans une partie des Misérables, puisque dans les Misérables, il y a aussi des jardins qui jouent un grand rôle. Alors, souvenir d'une pensionnaire, voilà donc ce que dit Juliette Drouet. Pour se rendre à la chapelle de la rue Saint-Jacques, et lorsqu'on allait au parloir, on traversait le jardin dans toute sa longueur, quelque temps qu'il fit. C'était par un chemin convenu, toujours le même, et qui longeait le moins possible les bordures de fleurs, les quinconces fruitiers, convoités par les jeunes pensionnaires des dames de Sainte-Madeleine, qui, malgré la surveillance extrême et malgré la sévérité des punitions infligées, trouvaient moyen de ramasser en passant quelques abricots jetés par le vent, des pommes vertes et des poires piquées par les vers et tombées à terre. On les cachait comme on pouvait pendant le trajet, et si c'était après la messe, on les mangeait dans les commodités ou dans son lit, parce qu'en montant mettre le voile sur le lit, en attendant le souper, on les cachait sous son traversin. Voilà un extrait des Misérables où on va voir que la citation de Juliette Drouet est très très fidèle. Voilà, on cache sa poire ou sa pomme comme on peut. Lorsqu'on monte mettre le voile sur le lit en attendant le souper, on les fourre sous son oreiller et le soir, on les mange dans son lit. Et lorsqu'on ne peut pas, on les mange dans les commodités. Alors, voilà, je dis donc, Juliette Drouet n'est pas simplement cette maîtresse, disons, docile. Elle a laissé des écrits, elle a été la plus fidèle à Victor Hugo et je pense à plusieurs reprises lui a sauvé la vie. Et puis sa ville natale, Fougères aussi, à travers son jardin public, loué par différents hommes de lettres, dont Victor Hugo, puisque Victor Hugo et Juliette Drouet chaque année faisaient un voyage au printemps, avant l'exil,
Ils partaient sur les routes de France et notamment en Normandie et en Bretagne en 1836, font halte à Fougères et passent par le jardin public. Et Victor Hugo témoigne donc de l'agrément qu'il a ressenti dans cet espace entre nature et culture en disant « J'ai vu cela au soleil, je l'ai vu au crépuscule, je l'ai revu au clair de lune et je ne m'en lasse pas, c'est admirable. » Vous voyez donc des femmes qui écrivent et qui aussi laissent des traces dans le paysage et l'on peut toujours aller visiter ces jardins à Fougères. Alors, après une incursion donc, dans ma Bourgogne natale, je constatais en reprenant les actes du colloque qu'on avait parlé d'auteurs d'origine normande, mais que des hommes. Donc je me suis posé la question, il doit bien y avoir quand même des femmes aussi normandes qui ont écrit et qui aussi ont une relation privilégiée au jardin. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, loin de là, mais je me suis arrêtée sur cette... Alors voilà, on passe de la fin du 19e au 20e siècle, avec cette poète des années folles, originaire d'Honfleur, Lucie de la rue Mardrus, née en 1874, qui en fait a beaucoup voyagé, mais a toujours eu à cœur de revenir à Honfleur. Et Honfleur, alors comme je veux dire déjà le cas de Marie Noël, par exemple, sa ville d'Honfleur l'a beaucoup marquée. Et puis les différents aussi jardins qu'elle a pu fréquenter durant son enfance, puisque ses parents ont vécu, alors déjà dans une maison à Honfleur, mais après, et ça je le tire d'une des biographies de Lucie de la rue Mardrus, ont vécu à Saint-Germain-en-Laye, donc de 1874 à 1880, donc les 6 premières années de sa vie. Lucie de la rue Mardrus les passe à Honfleur. Et ses parents habitaient dans la rue des Capucins, aujourd'hui la rue Lucie de la rue Mardrus, qui monte vers la chapelle Notre-Dame de Grâce. Et elle était, dans la famille, il n'y avait que des filles, elles étaient six petites filles. Et contrairement aux pratiques de l'époque, où souvent les filles, on les envoyait au couvent pour leur éducation, là, monsieur Delarue avait comme principe éducatif le contact avec la campagne et la liberté. Et de ce fait, Lucie ne va pas fréquenter le couvent ou être enfermée dans un pensionnat. Et c'est pour ça que ses souvenirs d'enfance demeurent liés à de vastes jardins, à des prairies normandes, aux bains de l'estuaire dans la Seine. Voilà ce qu'elle dit. « Mon père nous a toujours voulu dans de grands et beaux espaces et ne jouant jamais qu'entre nous. » Alors en 1880, la famille Delarue quitte Honfleur pour s'installer à Saint-Germain-en-Laye, dans un ancien pavillon de chasse entouré d'un vaste parc. Jardin anglais, pièces d'eau, labyrinthe, orangerie. Cette photo montre le goût de Lucie de la rue Mardrus pour les grands espaces et la mer. Elle a aussi beaucoup voyagé, comme le montre la photo du dessus. Et là, il y a ce roman, le roman des 6 petites filles, qui est donc très autobiographique. Et donc dans cette nouvelle demeure, dans ce parc, les 6 petites filles, donc ça donne à des jeux à l'extérieur. Et ces jeux varient selon la saison. Alors il pouvait s'agir et là donc c'est un extrait tiré le roman des 6 petites filles, découverte des primes verts, cueillette des violettes, les pelouses qu'on fauchait, nos danses dans les fleurs et la folie des grandes vacances. Quand l'automne venait, nos courses dans les feuilles mortes, les marrons grillés au four qui chauffaient les serres. En plus, les 6 sœurs jouent avec les enfants du jardinier et chacune adopte parmi les animaux de la ferme un qui lui est en fait son animal favori. Et pour Lucie, ce sera un coq,
ce qu'elle retraduira plus tard dans un de ses romans, L'enfant au coq. Ensuite, pour des questions en fait financières, M. Delarue va donc déménager à Paris l'hiver et louer, pas très loin de Deauville, le château du Breuil. Et alors là, donc toujours dans le roman des 6 petites filles, voilà ce que dit Lucie Delarue-Mardrus. « Chacun des stades de ma vie première est nettement marqué par des changements de décor. Le Breuil représente dans mon souvenir l'adolescence. Le joli parc de Saint-Germain paraît petit auprès du Breuil. Propriété de 180 hectares avec une ferme attenante, des allées boisées, longues de plusieurs kilomètres, des herbages infinis. » Et dans ses mémoires, cette fois-ci, Lucie évoque le bonheur frénétique des départs pour le Breuil au commencement de juin, des arrivées en pleine verdure, en pleine herbe montée, en pleine rumeur des grillons. Vous voyez donc les différents jardins qui constituent le décor de son enfance. Et elle va également, donc, dans un de ses récits, rendre hommage à sa ville natale, et c'est dans un récit qui s'intitule « Les Lumières de Honfleur », dans lequel elle décrit certains des jardins, à la fois jardins publics, là où il y a une sculpture de Boudin en train de regarder l'horizon, mais également elle parle de ses balades au cœur de la ville, où, dit-elle, donc dans cet ouvrage où l'héroïne Ludivine partage bien des traits de caractère avec Lucie, voilà une des scènes de ce roman, Lumière de Honfleur. Ludivine longeait dans la nuit les maisons du boulevard désert, leurs petits jardins grands comme un mouchoir, qui contiennent tant de choses. Une lueur venue des vagues, des réverbères dansaient au vent. Dans les petits jardins, il y a des massifs de poupées entourés de coquillages. Il y a une ancre rouillée à côté au figuier, des avirons dans les branches, une brouette pleine de filets usagés, 3 pots à fleurs jetés là. Il y a de la mauvaise herbe haute, il y a une salle qu'on voit et qui est pleine de voiles et de rames, noires, un intérieur de barque. Ludivine avait des yeux habitués qui ne cherchaient pas ces choses pleines de rêves. Ce qu'elle cherchait, elle ne se l'avouait pas à elle-même. Elle essayait de croire que seul le hasard la menait. Alors, dans la vie et l'œuvre de Lucie Delarue-Mardrus, les jardins scandent en fait le calendrier et les âges de la vie, et sont aussi source de son imaginaire. Alors, je ne m'éloigne pas tellement de la Normandie, puisque là, nous sommes à Douai, avec Marceline Desbordes-Valmore, qui a aussi un nom composé. Elle est née en 1786 à Douai, mais elle a vécu aussi un temps à Rouen, puisqu'elle a eu en partie une vie de comédienne. Elle a fait quelques représentations au théâtre de Rouen, et sa sœur aussi a habité Rouen. Alors, Marceline Desbordes-Valmore, elle s'est spécialisée dans la poésie, ce n'est pas des romans. Alors là aussi, je mets en exergue quelques-unes de ses représentations. Vous voyez que de son vivant, elle a eu droit à un médaillon de David d'Angers, et le portrait donc, que je présente, attribué au peintre Hilaire Ledru vers 1840, est aujourd'hui conservé au musée de la Chartreuse à Douai. Alors, également, là, vous voyez un portrait plus précoce de Marceline Desbordes-Valmore de 1808, qui fait partie également des collections de la Chartreuse de Douai. Alors, le temps me manque pour parler de l'existence d'une manière complète de Marceline Desbordes-Valmore, mais bon, c'est intéressant de citer son nom parce que, voilà, elle n'est pas aujourd'hui plus tellement enseignée. Et elle a laissé, en fait, beaucoup de recueils poétiques,
malgré une existence difficile, puisque elle va partir très tôt du domicile familial. Elle va connaître un voyage un peu désespéré à la Guadeloupe avec sa mère qui meurt sur place. Et Marceline Desbordes-Valmore revient seule en France. Et c'est là, au tout début du 19e, où elle va en fait commencer une carrière de comédienne. Et c'est là aussi, dans ce cadre-là, qu'elle rencontre son futur mari, Prosper Valmore, d'où ce nom composé, qu'elle épose à Bruxelles en 1817. Mais c'est surtout donc à partir de 1830 que ces poésies vont avoir un certain retentissement public. Et dans ces poésies, on retrouve un trait que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans les cas de à la fois Marie-Noël, Lucie de la rue Mardrus, c'est que le jardin est toujours en fait associé aux images d'enfance, aux images aussi d'innocence et un petit peu de paradis perdu. Voilà, et le titre de ces recueils aussi évoque souvent donc la nature et les végétaux, comme celui de 1839 intitulé « Pauvres fleurs ». Donc là, il y a un poème « Hiver », voilà, je ne vais pas le lire entièrement, où elle parle du jardin qui brille, cœur d'enfant. Et dans un autre poème de ce recueil, « Sol natal », elle parle au passé. Ils ont fait un jardin sous la haute fenêtre et nous avons par jour un rayon de soleil qui fait l'enfant robuste et le jardin vermeil. Voilà, donc des poésies assez mélancoliques, assez romantiques. Alors, le poème peut-être le plus connu, lui qui appartient à un recueil un peu plus tardif, Poésie inédite de 1860, s'intitule « Les roses de Saadi ». Et puis, il y a également La jeune fille et le ramier, où là, on voit que le jardin redevient une sorte de jardin d'amour, comme celui que j'ai évoqué pour la période médiévale. Je vais continuer, puisque le temps passe, et je voudrais quand même mentionner également, puisqu'en 2021, on a beaucoup parlé de Flaubert, mais il ne faut pas oublier que c'était aussi le bicentenaire de Baudelaire, et que Baudelaire a rendu un hommage tout à fait explicite dans Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains. Il a rendu un hommage à Marceline Desbordes-Valmore en commençant en disant « Cette poésie m'apparaît comme un jardin ». Voyez, donc là, ce n'est pas seulement le jardin comme source d'inspiration, le jardin comme souvenir d'une enfance paradis perdu, mais c'est même donc l'art poétique qui devient un véritable jardin. Et là, pour Baudelaire, celui de Marceline Desbordes-Valmore serait un simple jardin anglais, romantique et romanesque. C'est une invitation à redécouvrir Marceline Desbordes-Valmore. Continuons dans le temps et puis changeons un petit peu de caractère de femme avec Anna de Noailles. Donc ces dates 1876-1933, qui était à la fois donc une épistolière, elle a laissé beaucoup de correspondances, qui était également en fait poète et qui a mené une vie aussi avec certains côtés mondains, comme le portrait en pied du centre, qui est en fait Anna de Noailles aux abords d'un champ de course. Et puis aussi sur la gauche, vous voyez une étude pour le portrait de la comtesse par Jacques-Émile Blanche. Anna de Noailles est donc née en 1876 d'un prince roumain et d'une mère grecque pianiste. Son vrai nom, c'était Anna Elisabeth Bibesco-Basaraba de Brankova, devenue comtesse Mathieu de Noailles par son mariage en 1897. Et son premier recueil, Le cœur innombrable, publié en 1901, est d'emblée accueilli avec beaucoup de succès, critique et de vente, sachant qu'elle, dans ce recueil, elle revendique son lien avec Victor Hugo, puisque sur la couverture de ce premier recueil, elle cite Victor Hugo, un extrait tiré des Chants du crépuscule
qui dit « Murmurer ici-bas quelques commencements des choses infinies ». Donc voilà, elle revendique ce parrainage de Victor Hugo qui va lui réussir en quelque sorte, puisque ses poèmes vont avoir du succès. Et dans ce premier recueil, Le cœur innombrable, eh bien, l'un des poèmes s'intitule « Le jardin et la maison ». Alors, vous voyez, on retrouve aussi là, Marie-Noël, l'importance du jardin. Et Anna de Noailles est à mentionner aussi particulièrement en 2022, puisqu'elle a été une amie et une correspondante de Marcel Proust, dont on fête cette année, on célèbre plutôt le centenaire du décès. Et avec Marcel Proust, donc, ils échangent une correspondance, et notamment dans une des lettres que Proust adresse à Anna de Noailles, après avoir lu le second recueil d'Anna de Noailles qui s'intitule « L'ombre des jours », il fait référence à un vers, un extrait d'un de ses poèmes du recueil. « Quels sont ces jardins où revoyez-vous ces fuchsias ?» Et ce poème, en fait, s'intitule « Apaisement ». Et en fait, Anna de Noailles va répondre à Proust en lui disant que les fuchsias qu'elle évoque sont ceux qu'elle a fait pousser dans sa maison à Amphion-les-Bains, près du lac Léman, près d'Évian, et où Marcel Proust, alors parce que Anna de Noailles et Marcel Proust étaient tous deux de santé fragile, et ils venaient donc dans cette demeure de villégiature pour s'y reposer et goûter le calme du jardin et du lac. Donc Anna de Noailles dit à propos de cette maison, dans le livre de ma vie, « Petite fille, j'ai goûté au paradis à Amphion dans l'allée des platanes, étendant sur le lac Léman une voûte de vertes feuilles dans l'allée des rosiers, où chaque arbuste arrondi et gonflé de roses laissait choir ses pétales lacés. » Et donc, Marcel Proust se souvient de ces fuchsias du jardin d'Amphion-les-Bains, contenu dans le poème « Apaisement » du recueil « L'ombre des jours ». Et aujourd'hui, Anna de Noailles laisse aussi sa mémoire à travers un jardin votif créé en 1938 grâce à une souscription et où il y a ce monument à sa mémoire. Anna de Noailles est aussi attachée, en tout cas, à un autre jardin, cette fois-ci plus cubiste, avec la célèbre maison Ayer, construit par Robert Mallet Stevens, dont les jardins ont été signés par Gabriel Guévrekian. Voilà, un aperçu des jardins cubistes. Voilà, j'ai commencé ma conférence avec les légumes, donc à travers Jacqueline de Romilly. Donc je voulais faire juste un petit clin d'œil à Louise de Villemorin, qui est membre de cette grande dynastie de grainetiers-semenciers, les Villemorin, qui, dès le XVIIIe siècle, en fait, ont vendu à travers des catalogues. Là, vous voyez donc une couverture de catalogue datant de 1897. Les Villemorin étaient installés à Paris et sont devenus donc Villemorin et compagnie. Alors, ils se sont étendus également, ont acheté différentes demeures à l'extérieur, donc notamment cette maison de Verrières dans le sud de Paris, et puis également dans le Loiret, un terrain qui est devenu le célèbre arboretum des Barres. Donc Louise de Villemorin a vraiment eu comme ancêtres ces naturalistes, botanistes tout à fait compétents et dont leur marché s'est internationalisé très rapidement. Et Louise de Villemorin était une femme assez fantasque, et c'est pour ça que j'avais donc mentionné un extrait d'une de ses lettres que lui adresse son amie René Clair et qui compare son monde. Voilà, il lui dit « Ton monde, c'est-à-dire ce jardin surréel où les fleurs naissent et s'évanouissent à ton gré, où les plantes ont des racines qui vont très loin dans le passé de notre tradition poétique. » Voilà, donc sa fantaisie comme un jardin surréel. Ça, c'était un petit clin d'œil rapide, et puis j'avais choisi aussi de vous montrer cette couverture de l'Opéra de l'Odorat, signée Colette et Louise de Villemorin, qui fait partie des collections du musée Carnavalet Histoire de Paris. Alors, pour ne pas rester quand même franco-française, en cette année aussi où la France pilote l'Europe,
Et comme c'était aussi un territoire qui manquait dans le colloque Jardin et littérature de 2019, je voulais terminer par une évocation de deux femmes de lettres pour lesquelles les jardins ont compté, deux femmes de lettres anglaises. En premier lieu, donc, que j'ai qualifiée même de paysagiste, et on peut dire romancière, paysagiste et novatrice, puisqu'avec Vita Sackville-West et Virginia Woolf, voilà, c'est, je pense, une autre page, un autre style qui s'ouvre, à la fois dans l'art de l'écriture, mais aussi dans l'art des jardins. Alors, Vita Sackville-West, je dirais, a légué au patrimoine international sa très belle propriété de Seethingshurst, avec son très célèbre jardin blanc. C'était aussi une femme assez originale, mais qui, je dirais, a laissé à propos de son jardin de Seethingshurst un vrai journal, le journal de mon jardin, où elle donne, parce qu'elle écrivait non seulement sur les jardins à partir d'eux, mais elle jardinait et elle a créé avec son époux ce très beau jardin qui est visité aujourd'hui par beaucoup de touristes. Là, vous en avez une vue sur la roseraie et une vue générale avec la demeure. Là, une vue de son bureau, de son encrier. Et elle a donc rédigé le journal de son jardin où elle donne des conseils. Alors, j'ai regardé évidemment le mois de février, puisque nous sommes en plein mois de février. Et il y a une petite notice sur le crocus que je vais vous lire rapidement. Crocus. Les enfants ont le don de poser des questions simples en apparence auxquelles il n'est pas possible de répondre. On m'a demandé « Quelle est votre fleur préférée ?» La réponse se devine d'elle-même. Toutes les fleurs, chacune leur tour au moment de la floraison. Voilà, et évidemment, aussi, je me mets à regretter de ne pas avoir planté plus d'espèces de crocus, car elles fleurissent l'une après l'autre en succession rapide. Elles sont si charmantes et si petites. Et le crocus évoque aussi pour Vita Sackville-West les joailliers, les créations de Fabergé, le grand joaillier russe. Et elle dit que leur côté minuscule peut s'adapter aussi aux grands paysages. Elle dit que l'un des charmes de ces nains est d'avoir plusieurs fleurs sur la tige, et au moment même où l'on croit la floraison terminée, de nouvelles corolles apparaissent. Donc ce journal de mon jardin est tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas un journal intime, comme on croit que les femmes sont seules capables d'écrire, mais un journal donc horticole, botanique et plein de conseils pratiques. Voilà une autre photo de Vita Sackville-West. Et puis, pour terminer, je voulais parler de Virginia Woolf, qui est connue à travers le groupe littéraire de Bloomsbury, mais qui, en fait, a également, dans un de ses romans, Instant de vie, a parlé de jardins qui ont joué un grand rôle dans son enfance, la maison de Saint-Yves en Cornouailles, où elle passait des vacances chaque année. J'avais donc sélectionné un de ces extraits décrivant ce jardin. Et adulte, après le mariage avec Leonard Woolf, avec laquelle il fonde cette maison d'édition de Hogarth Press, qui va justement permettre au groupe de Bloomsbury d'éditer leur création. Ils vont également s'installer à Monk's House, où là, Virginia Woolf, comme elle le revendiquait pour que les femmes puissent véritablement écrire, elle va avoir la chambre à soie, c'est le célèbre écrit de Virginia Woolf, une chambre à soie et un bureau au milieu du jardin qui va lui permettre d'alimenter toute son œuvre et d'apaiser en fait son caractère anxieux, puisque Virginia Woolf laisse quand même un mystère derrière son œuvre, puisque les vagues éditées par Hogarth Press vraiment révolutionnent l'art d'écrire. Elle va au plus profond de la psychologie humaine
mais elle-même, je veux dire, malgré ce cadre idyllique, va laisser le mystère de son suicide par noyade. Et donc, on peut dire que le jardin, pour les femmes, les femmes de lettres, c'est à la fois le paradis perdu de l'enfance, une source inépuisable d'inspiration, mais aussi ça peut être le cadre de mystère, aussi le mystère de la création et le mystère de la psyché humaine. Voilà, je vous remercie.